Charles-Éric Lemaignan, bonjour. Bonjour. Vous venez de passer la main à Jean-Luc Rigaud, la présidence de la DCF, à l'occasion de cette 28e convention de la DCF ici à Nantes. Quel bilan tirez-vous de votre mandat? Est-ce que les intercommunalités sont mieux écoutées, mieux reconnues, notamment par l'État? Écoutez, un mandat qui a été très riche. Pour moi d'abord, je reconnais que c'est quelque chose de fabuleux. J'adore cette association. Elle n'est jamais dans la posture, elle est toujours dans la proposition. On n'est pas dans le manichéisme noir ou blanc, on est toujours dans essayer d'améliorer les textes ou les projets qui nous sont confiés. Et ça, c'est l'ADN de la DCF, et ça ne changera pas quand le capitaine change, très clairement. Ça ne changera pas quand les vents sont plus difficiles. Ça, c'est vraiment notre ADN, premier élément. Alors, on a eu, depuis 3 ans, effectivement, une multitude de modifications du paysage. Et là-dessus, la DCF a porté sa parole, sa foi dans l'intercommunalité, une intercommunalité pragmatique qui répond à deux principes essentiels. Un, le lien total entre la commune et son intercommunalité. Et deux, la logique du projet de territoire. À l'évidence, l'émiettement communal, qui est une caractéristique de la France. La France a à peu près entre 35 et 38%, ça varie maintenant avec les évolutions qu'on a dans nos pays d'Europe, 35% du nombre de communes de l'Europe des 27. Et donc la réponse à la française, ça a été l'intercommunalité. La commune, c'est la proximité, et elle est incontournable, et bien sûr, elle doit continuer comme elle le fait, et qu'elle le fait bien. Mais toutes les compétences dites grenelliennes ne peuvent être confiées qu'à un niveau supérieur à la commune, qui est l'intercommunalité. Alors, on a eu des bouleversements liés à la loi NOTRe, sur lesquels nous avons porté à peu près 120 à 150 amendements, et après à sa mise en œuvre. Il y a eu tout un travail de pédagogie, d'accompagnement, d'explication qui a été très fort mené par la DCF. Et deuxièmement, ça a été, nous avons mis le focus depuis notre congrès de Lille sur le développement économique. Vous savez que la compétence est désormais partagée entre les régions et les intercommunalités. Et nous avons vraiment voulu faire en sorte que les intercommunalités puissent assumer complètement cette compétence économique sur le foncier et l'immobilier territorial. Alors, vous le disiez, une période dense, on sort d'une période dense de réforme territoriale. Il y a aussi évidemment la carte intercommunale qui a été revue, c'est un gros chantier. Comme la plupart des présidents d'associations d'élus, vous avez réclamé une pause pour le temps de digérer toutes ces réformes. On était même les premiers à réclamer. Je m'en souviens, c'est vrai. Pourtant, tout le monde reconnaît que cette réforme territoriale, avec les différents textes ces dernières années, est plutôt inaboutie, un peu imparfaite. La clarification des compétences n'a pas été non plus aboutie, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir remettre un peu quand même les choses sur la table, une fois de cette période de pause passée d'ici 2, 3, 4 ans? Vous pensez vraiment que le gouvernement ne va pas être contraint de refaire une réforme? D'abord, je suis favorable à la loi NOTRe. Elle a ses imperfections, c'est évident, mais je pense qu'elle a fait évoluer les choses dans le bon sens. Premier élément. Deuxième élément, il y a un manque très fort dans la loi NOTRe, c'est que ce n'est pas une loi de décentralisation. C'est une loi de modification des compétences entre les collectivités locales. Il y a un manque très fort, c'est la réorganisation territoriale de l'État et l'allègement de l'État dans les régions. Donc ça, ce serait la phase de décentralisation, de délégation de compétences. Et là, il faut effectivement que l'État, lui aussi, accompagne cette réforme. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement un hasard si ce sont les collectivités qui ont effectué la plus grosse part de baisse des dépenses publiques par rapport à l'État. L'État ne s'est pas véritablement réorganisé. Premier élément. Deuxième élément, nous avons, pour nous, au niveau de la loi NOTRe, restons dans la stabilité législative. Nous l'avons demandé. Laissons-nous digérer toutes les réformes que nous avons subies ou nous avons avalées depuis une dizaine d'années, 5 ou 6 ans, depuis 2010, la loi RCT 2010, il y a eu beaucoup de réformes. Aujourd'hui, les élus veulent accomplir les promesses qu'ils ont faites à leurs électeurs dans le cadre de leur projet de territoire. Et en ont marre de faire de l'organisation, de la réorganisation, de la surorganisation. Donc, stabilité. Alors maintenant, qu'il y ait des ajustements, qu'il y ait des expérimentations, évidemment oui. On sait très bien, par exemple, que ça pose un problème pour l'eau pluviale.
L'eau pluviale n'est pas forcément liée à l'assainissement. C'est pas pareil. Et donc, qu'on fasse des ajustements à la marge en mettant tout le monde autour d'une table, pourquoi pas? Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore et qu'on ouvre le champ à tous les conservatismes, quels qu'ils soient. Je crois que l'évolution telle qu'elle est, elle se passe bien. Vous vous souvenez du débat très polémique qu'il y a eu sur le PLUI? Aujourd'hui, plus de la moitié des intercos ont fait un PLUI. Et comment ça se passe? Ça se passe remarquablement bien sur le terrain. Donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, les élus communautaires émanent des communes et que tout se passe bien concrètement lorsque, comme l'on le fait à la DCF, on sait surmonter nos différences idéologiques pour parler du concret et des progrès et des problèmes de nos territoires. Comment expliquez-vous le coup de froid actuel entre le gouvernement et les associations d'élus? Est-ce que c'est un coup de sang ponctuel et que tout le monde va revenir à la table pour discuter? Ou est-ce que vous pensez que c'est une fracture durable? Alors, il est fort. Ce malaise des élus locaux, il est très fort. On l'a vécu à notre Assemblée générale d'hier, très clairement. Est-ce qu'il est plus fort qu'il y a quelques temps? Parce que le malaise des élus, incontestablement. Il y a un phénomène de ras-le-bol. D'accord. On ne sait plus où on est, on ne comprend pas ce que veut le gouvernement, et ras-le-bol des efforts. N'oublions pas que dans les économies qui ont été réalisées, on avait demandé 11 milliards aux collectivités, ils ont fait 10 milliards. On avait demandé 18 milliards aux organismes de sécurité sociale, ils ont fait 13 milliards. On avait demandé 21 milliards à l'État, il a fait 5 milliards. Oui. Donc l'effort essentiel, ce sont nos collectivités qui l'ont porté, il faut en tenir compte. Maintenant, sur la méthode, je différencierai la méthode et le fond. Sur la méthode, il y a eu d'une part la conférence nationale des territoires. Bonne méthode. Les pactes girondins, j'y suis éminemment favorable. Mais que de maladresse dans la mise en œuvre. Que de maladresse. On se voit le 17 juillet, 3 jours après, on nous annonce 300 millions en moins de crédit de paiement. Sur l'exercice le 2017. 7 août, on nous annonce pour septembre la suppression des contrats aidés. Il y a maladresse sur maladresse. C'est dommage, parce que la méthode de la contractualisation est la bonne. Alors maintenant, par rapport aux diminutions de la dépense publique, on est bien conscients tous qu'on ne peut pas rester dans notre pays avec 57% de dépenses publiques par rapport à la PIB. Et je suis désolé, mais je rappellerai à tous mes amis, quels qu'ils soient, que c'est ce qu'ils ont promis, qu'on diminuerait la dépense publique. Alors aujourd'hui, il y a un blocage. Tous vos amis présidents d'associations d'élus de droite, c'est ça que vous me dites? Et de gauche. Et de gauche. Quel qu'il soit. Tout le monde l'a promis. Bon. Enfin, alors maintenant, surtout de droite. Surtout de droite, ouais. J'entends bien. Alors maintenant, la méthode, c'est quoi? Que l'on passe d'une diminution aveugle des dotations à une contractualisation, je suis évidemment favorable, c'est un progrès. Maintenant, reste à savoir comment se fait cette contractualisation et comment on l'explique. Si on nous dit 13 milliards de moins, on dit n'importe quoi. Maintenant, a priori, c'est plutôt par rapport à une évolution tangentielle des dépenses et qu'on est plutôt sur une progression limitée à 1,2% par rapport à 2007 de nos dépenses. Là, à la limite, ça se discute. Ça se discute. Comment on intègre les efforts déjà réalisés par les uns et par les autres entre 2014 et 2017? Comment on intègre les intercos et les communes qui sont en progression démographique, en progression de recettes, sans augmenter leur taux, et celles qui sont en diminution? Comment, vous voyez, il y a plein de... Le diable est dans les détails. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on restaure la confiance en la parole de l'État. Tout l'intérêt de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, en l'occurrence. Moi, je trouve la politique de la chaise vide est toujours mauvaise. Et je constate, je suis convaincu, je vous fiche mon billet, que dans quelques jours, il y aura déjà des régions qui vont, une à une, discuter avec l'État. La chaise vide, ça ne sert à rien. Moi, je ne veux pas qu'on revienne sur une centralisation. Je suis pour un pacte girondin. Simplement, je ne suis pas naïf. Et je veux que l'État s'engage. Je ne veux pas que ces contrats avec les 319 plus grosses collectivités, ce soit les collectivités qui s'engagent et l'État qui se défile. J'ai bien vu que dans les contrats de ruralité qui ont été passés au mois de juin, déjà, il y a des opérations qui étaient éligibles en juin et qui ne le sont plus aujourd'hui. Il faut que l'État restaure la confiance. Il y a une continuité de l'action publique et il faut que l'État s'y engage. C'est la condition pour qu'une politique contractuelle de diminution de la dépense publique soit acceptable par nos collectivités. Merci, Charles-Éric Le Maignan, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur Acteurs Publics TV.